Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast préféré, 3e numéro sur 4 de votre mini-série estivale, les chroniques de Doggy Bags en compagnie de Run et Yuck. On vous propose de retracer 10 ans d'existence de cette anthologie de récits de genre après les 2 premiers numéros qui ont retracé donc la genèse et les numéros 1 à 5 puis 6 à 10. On arrive avec ce 3e chapitre qui est là pour évoquer la fin. La fin annoncée quand même, hein. On disait dans le précédent podcast que voilà, c'est depuis le numéro 9, on savait que Doggy Bags saison 1, ça allait s'arrêter au numéro 13 et donc on va retracer ce rush final puisque les numéros 11, 12 et 13 sont tous sortis la même année en 2016 et bien entendu je ne serai pas tout seul pour en parler puisqu'il y a Run et Yuck avec moi, c'est tout le principe de ce podcast d'ailleurs. Salut les gars. Salut. Hello. Vous allez toujours bien, vous êtes toujours... Écoute, toujours. Incroyable parce qu'il faut savoir que, bien entendu, on prépare ces émissions et donc on n'a pas enregistré tout ça à 2 semaines d'intervalle comme vous les écoutez, mais que là, on se fait une grosse séance de record. J'ai mis un peu de crème sur mes bras quand même. Ouais, c'est ça. Alors, on reprend. Où est-ce qu'on en était? On avait terminé avec le numéro 10 et le Heartbreaker, le Doggy Bags présente Heartbreaker. Donc là, on arrive au numéro 11. Numéro 11 aussi, qui est un petit peu particulier, puisque c'est le numéro de vacances. Vous mettez des jeux, vous mettez un petit cahier d'activités, on se lâche là sur la fin. Carrément. On fait même un petit spin-off zombiesque de Mutafukas d'ailleurs. Mais d'abord, le côté vacances. Exactement. En fait, on s'est dit, je crois qu'on s'était dit que... Je sais plus comment ça s'arrivait. On se disait, tiens, c'est les vacances. Est-ce qu'on ferait pas un numéro spécial? Ouais, je sais plus si c'était juste avant ou après le cahier de vacances. Cahier pour adultes. Le cahier de vacances pour adultes. C'était... Ouais. Je sais plus. Parce que je sais plus si après, ça a été justement parce qu'on en a pas fait un, qu'il a été intégré là ou si... Moi, je crois que c'est l'inverse. Je crois que vous l'avez fait plus tard. Moi, je pense que vous l'avez fait plus tard, le cahier de vacances pour adultes. Hein. Je me mélange. Je pense que c'était... Moi, un cahier de vacances pour adultes, c'est un truc que j'avais toujours voulu faire avec le label 619. Puis là, je crois que je m'étais dit, tiens, ça sera peut-être le bon moment de faire un avant-goût de ce que ça pourrait être. Donc c'était ça l'idée. Et c'était dans la viande pourrie, c'était pas dans celui-là. Non, c'était dans justement... C'était dans le 9. C'était dans Death of a Nation. Tu vois, on s'en mêle les pinceaux. Dans le Death of a Nation, à la manière d'un pif gadget, j'ai envie de dire, on avait un senteur. Ouais, fraise. La fraise, ouais. Avec en forme de viande décomposée qui sentait la fraise. Et alors, tu disais dans une réponse d'un courrier qu'il y en avait un qui sentait la viande pourrie. Et tu disais que ça avait été le prototype et que finalement, c'était du mytho. J'ai dit beaucoup de conneries. Non, il faut pas toujours tout croire ce que tu lis parce que sinon, ça va pas aller. On te faisait confiance, Ron, putain. Et donc, comment ça se construit un cahier de vacances là? Comment on fait les jeux? Comment là, c'est vraiment t'as des idées, t'as les idées les plus à la con possible, et puis tu dis vas-y, qu'est-ce que je fais avec ça? Ouais, non, ça s'était fait comme ça. Moi, je sais que je voulais un Pantone fluo. Voilà, c'est tout ce que je veux toujours un Pantone fluo de toute façon. J'adore les Pantone fluo, donc je m'étais dit, il faudrait un beau petit Pantone fluo, et puis il faudrait des petits articles qui soient peut-être en décalage, même, enfin, si tu veux, dans les articles de Doggy Bags, on essaye toujours de faire en sorte que c'est un rapport avec les histoires. Là, je me suis dit, vas-y, on peut se lâcher un petit peu, on peut faire des choses qui sont raccord avec l'ADN de Doggy Bags, comme par exemple les Survivors, là, tous les mecs qui ont échappé à la mort, etc., mais qui n'ont pas forcément de rapport direct avec les histoires, quoi. D'accord. Et alors, dans la première histoire qu'on a, là, on est... Et c'est pas un genre qu'on avait encore abordé, justement, dans Doggy Bags, alors qu'on est quand même dans le genre et dans l'horreur. Vraiment, le récit du coup, c'est pas du monstre, quoi, mais le récit de requin, en fait. Le récit de prédateurs sauvages, vraiment... c'est là-dessus. Donc, c'est Asteda et Chesnut, donc, qui revenaient, du coup, ensemble, après avoir déjà contribué à l'anthologie, là. Exactement. Ça vient d'une expérience de David, d'Asteda, donc, qui avait plongé avec les requins en Afrique du Sud. Et puis il avait de cette expérience, il en avait tiré un récit, quoi. Donc en plus, moi, honnêtement, je peux comprendre le délire, parce qu'une fois j'étais allé à l'île Maurice et à un moment donné, il rigole parce qu'il connaît l'histoire. À un moment donné, tout le monde était en mode donc on était dans un petit bateau, puis les mecs nous disent, les locaux, il y avait 2 locaux, puis moi j'étais avec un équipage d'Air France, tu vois, j'étais resté juste, j'avais accompagné ma femme sur une escale.
Donc j'étais 3 jours à l'île Maurice, tu vois. Genre, bon. Puis d'un coup, le délire, c'était on va nager avec les dauphins, tu vois. Puis le petit bateau, il s'en va à l'endroit où habituellement il y a des dauphins. Et puis à un moment donné, ils sont là et tout. Et tout le monde est en mode ouais, génial. Tout le monde saute à l'eau. Et moi, j'étais déjà dans une étape bien crevée, tu vois. Mais je m'étais dit, ça va me faire du bien, tu vois. Je vais me reconnecter à la nature. Et puis, je sais pas pourquoi, je me voyais, tu sais, accrocher un aileron de requin qui m'emmène vers le soleil couchant. Enfin, tu sais, j'étais parti dans un délire de me dire, j'ai l'impression que j'ai une connexion avec la nature. Le dauphin va venir vers moi. Et puis, on va se faire des câlins. Et puis, je saute dans l'eau. Et puis là, déjà, non seulement il n'y a pas de dauphin, mais en plus, tu dis, mais je vois une ombre passer en dessous de moi. Mais tu sais, une ombre dans l'eau, quoi, tu vois. Et là, d'un coup, je prends conscience que, mais en fait, on n'est pas dans un dessin animé, quoi. C'est des animaux sauvages, quoi. Et ils sont gros. Ils sont sacrément gros. Et je commence à avoir un coup de flip et je fais, vas-y, calme-toi. Et j'essaye de nager et je me dis, et là, j'en revois un autre passer en dessous. Et je me dis, mais qui me dit que c'est pas un requin, en fait? Rien. Et là, au moment où je me dis, vas-y, je remonte dans le bateau se barre. Mais il se barre, je sais pas où il va. Et je suis là en mode Et tout le monde avait mis des palmes. Et moi, comme j'étais pas dans un mood super, j'avais dit, je vais pas m'encombrer de palmes parce qu'il y a longtemps que j'en ai pas fait. Et puis c'est un peu lourd. Et puis des palmes, il faut toujours être en mouvement. Et puis comme je me sentais un peu fatigué et tout, je m'étais dit, non, je vais plutôt sauter à la cool. Donc tout le monde dit, tout le monde crie après le bateau, il se barre avec les palmes. Et tout le monde va très vite. Puis moi, je me dis, attends, moi, j'ai pas de palme, ok, j'ai rien. J'ai sauté comme ça parce que j'étais à 2 mètres du bateau. Le bateau, il est parti super loin. J'ai pas pied. Il y a des animaux sauvages qui passent en dessous de moi. J'ai commencé à rentrer dans une panique, mec, laisse tomber. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que quand il m'a proposé son histoire de requin, j'ai dit vas-y, je sais ce que je peux ressentir ce que c'est qu'être dans l'eau tout seul, entouré de bêtes dont on ne connaît rien, avec un bateau auquel on n'a plus accès. Vas-y, ça m'intéresse. Et comme tu dis, on n'avait jamais fait d'histoire de requin. C'est un genre particulier, c'est un sous-genre particulier, les histoires de requins. Qui a ses codes, ses grands classiques, et qui est encore exploité de temps en temps. C'est tout ce registre en fait de films de carnassiers marins, c'est-à-dire les crocodiles aussi, par exemple, et les requins. Même les piranhas. Ouais. Et les piranhas, voilà. C'est un sous-genre du requin. Du requin, mais. Ouais. Donc, du coup, quand il a proposé cette histoire de requin, j'ai dit ouais, vas-y, c'est effectivement un sous-genre qui nous manquait. Et puis avec Ludo, j'ai dit ouais, bingo, on y va, quoi. Valérie Mangin aussi était de retour pour une histoire, du coup, là, par contre, on est plus sur du trafic d'organes, en fait. Oui, avec Loïc Sécheresse. Ouais, c'est ça. Donc là, c'était aussi pour répondre aux gens qui nous disaient ouais, ça tourne toujours un peu autour des mêmes thèmes et tout. On s'est dit bon, bah voilà. C'est vrai qu'au bout de 11 numéros, il faut aussi savoir se renouveler, bien sûr. Et en plus, dès le départ, on avait donné la promesse qu'on allait pas s'auto-caricaturer. Donc, quelque part, il fallait aussi proposer quelque chose de différent. Donc ouais, Valérie a remis le couvert et puis on s'est dit, bon, bah, comme on connaissait déjà Loïc, on s'est dit, bon, c'est le moyen de faire peut-être une connexion différente de ce qu'on fait habituellement. Puis il y avait quelque chose aussi, quelque part, en fait, avec ce qu'on avait déjà un peu abordé dans le précédent podcast, de commencer à s'ouvrir un peu plus aussi au style graphique. Parce que le style de Sécheresse, en fait, est quand même très différent un petit peu de ce que tu pouvais retrouver aussi dans le reste des productions Doggy Bags, quoi. C'était l'idée, et je crois même que maintenant que j'y pense, moi j'étais satisfait parce que je me disais on va dans une direction un peu différente, mais j'avais aussi peur que les gens, les gros fans hardcore de Doggy Bags ne s'y retrouvent pas toujours, et c'est aussi pour ça qu'on avait créé ce contenu supplémentaire de cahier de vacances. Je sais pas si tu t'en souviens. Ouais, si. Ah ouais, parce que en fait, vous aviez peur que les habituels se sentent un peu lésés par rapport à... C'est quand même difficile, alors du coup, de devoir un peu jongler en disant on veut pas se caricaturer, donc exactement, il faut qu'on se renouvelle. Et en même temps, les vieux de la vieille et quelque part aussi vos lecteurs les plus fidèles qui sont là depuis le premier euro, donc t'as pas envie de les vexer ou de les brusquer. Et tu te dis, mais il faut aussi qu'on puisse renouveler sans forcément s'attirer alors les foudres un peu de... c'est un équilibre qui est pas évident, quoi.
Et d'ailleurs, même sur la maquette, par contre, il n'y a jamais eu un moment où tu t'étais dit on va essayer de changer quelque chose, justement pour donner un nouveau souffle. C'est parce qu'au final, quand tu regardes les 11 numéros là, c'est quand même le même modèle qui est repris. Alors, il faut identifier, mais quelque part, tu as aussi le risque qu'on s'ennuie et qu'on se lasse visuellement. Il y a toujours eu des petites évolutions, tu vois, sur la maquette, ne serait-ce que, tu vois, sur le 4, Après, c'est toujours vraiment des petites adaptations. On essaie pour que ça serve le récit. On va jouer sur le 3. On avait un cuivre. On avait un pantone cuivre. Ouais. Là, on avait un camo. Mais après, même s'il n'y avait pas encore ce concept de saison 1, ça restait, entre guillemets, c'est pas comme si ça faisait 10 ans que. Oui, c'est ça. Pas encore. Ça faisait pas encore 10 ans que ça existait. Maintenant, oui. Du coup, maintenant, oui, effectivement. C'est vrai que maintenant, oui. Mais on sentait que ça pouvait, on pouvait aller. Et ensuite, c'est pour ça qu'on a fait une maquette différente sur la saison 2 avec une petite adaptation quand même. Okay. Mais c'est vrai que même là, quand tu te dis que ça a 10 ans, Doggy Bags, pour moi, ça n'a pas tant vieilli, quoi. Enfin, ça n'a même pas vieilli du tout, je trouve. C'est-à-dire que c'est tellement référencé aux années tu vois, 50, etc., que. Alors peut-être que je deviens vieux aussi, mais pour moi, je n'ai pas la sensation que ça ait vieilli, quoi. Et un petit nouveau quand même sur ce 11e numéro, c'est Baptiste Pagani. Oui. Alors ça s'est passé comment de ce côté-là ? Il avait déjà publié The Golden Pass ou pas encore ? Non, pas encore. Non. Pas encore, mais alors la fois dernière j'en discutais, je ne me souviens plus de qui, comment, quoi. Je ne sais plus si c'est Guillaume Singelin qui m'en avait parlé, puis ensuite que je l'aurais présenté à Asteda et qu'ensuite Asteda était revenu avec. Je ne sais pas si c'est Asteda qui l'a ramené directement. Toujours est-il qu'il était dans la sphère, entre guillemets, vu qu'il bossait dans le même atelier que Blackie. Je ne sais absolument plus comment ça s'est passé à ce moment-là. Toujours est-il qu'il est arrivé. Je sais qu'à un moment donné, Asteda voulait l'embarquer sur le Heartbreaker. Oui. Et je m'étais dit, je sais pas, en tout cas pour ce numéro d'Heartbreaker en particulier et pour l'histoire qu'il voulait faire, je sentais que potentiellement, c'était pas forcément le meilleur choix. C'est pas une histoire de compétences ou de talent ou quoi que ce soit, c'est une histoire vraiment pour le coup là de ce que le récit doit amener en termes graphiques, en tout cas ma perception. Donc là je t'avoue je sais plus du tout, mais en tout cas je sais que quand il arrive avec son script de prison avec Baptiste Pagani, je trouvais que c'était cohérent. Je trouvais que là le côté la patte graphique de Baptiste et l'histoire était tout à fait cohérente, quoi. D'accord. D'ailleurs, il y a même un truc que j'ai oublié de signaler par rapport au Heartbreaker, mais vous aviez quand même ramené Maria Lovett dessus. Oui, l'artiste espagnole. Enfin, c'est vrai que je l'ai pas. Enfin, moi, ça m'a marqué parce que du coup, moi, je la suis maintenant beaucoup parce qu'elle fait pas mal de BD Riken chez Boom Studios notamment. Elle fait un truc qui s'appelle Faceless avec Brian Azzarello qui est absolument mortel et du coup, c'est a posteriori de redécouvrir en fait qu'elle avait démarré chez vous, quoi. Mais on avait acheté une licence d'un de ses BD avec un style complètement différent à l'époque, qui était beaucoup moins lâché, beaucoup plus moi j'aimais bien aussi ce qu'elle faisait. D'ailleurs je m'attendais plus à ce qu'elle fasse ça sur Heartbreaker que ce qu'elle fasse. Elle a été très lâchée, mais parce qu'elle a dû aller travailler rapidement et c'est vrai que c'était un petit peu oui, puis c'était son nouveau style. Oui, après c'est normal, tu évolues selon Est-ce que c'était pas la première artiste internationale que vous aviez non plus sur l'anthologie non, enfin j'allais parler d'Atsushi, mais avant ça, il y avait Chavrine. Oui, voilà, les Russes et Polonais, mais c'était tout. Puis les covers. Et puis les covers, quoi. Ouais, là, par exemple, sur celui-ci, c'est Ed Repka qui a fait des covers pour Megadeth, sur le 11, Enfin voilà, du coup, ça fait partie aussi des personnes dont on aime bien le style et qui s'occupent de faire des couvertures d'albums pour des groupes de métal aussi. Exactement. Alors qu'au final, la musique, par contre, c'est pas quelque chose que vous avez trop abordé. En BD, c'est difficile. Tout ce qui est danse et tout ce qui est musique, c'est ou d'avoir une histoire de genre qui se situerait dans le domaine musical. C'est-à-dire, je sais pas, un concert qui tournerait mal. Tu vois, t'aurais pu, par exemple, quand tu fais des histoires avec des serial killers, tu pourrais très bien dire que ça prendrait place au départ dans un. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est pas forcément mon réflexe narratif. Et puis, on nous en a pas présenté surtout. Oui, voilà. Ouais.
C'est aussi quelque chose que je voulais vous demander, c'est parce que on continuait de vous présenter beaucoup d'histoires et vous continuez d'en refuser beaucoup pour finalement demander à des gens avec qui vous aviez déjà travaillé de venir et seulement de temps en temps ramener une nouvelle personne. Comment vous maniez l'équilibre entre nouveaux venus et on va dire les gens, les résidents, on va dire. Je sais pas comment tourner autrement, mais... Franchement, ça dépend. Il y a des mecs qui reviennent naturellement en disant tiens, vous avez pas une histoire Doggy Bags là parce que j'aimerais bien faire un break dans ma prod. Il y en a d'autres qui arrivent avec un projet en disant j'aimerais bien faire ça pour Doggy Bags. Il y en a d'autres où on va vers eux parce qu'on a un script qui est intéressant, puis on se dit merde, putain, ça, je vois bien AF là-dessus ou je vois bien machin. C'est vraiment, encore une fois, au coup par coup. Puis il y a des petits nouveaux qui débarquent et qui disent ah, moi j'adore Doggy Bags, j'ai une histoire, est-ce que ça vous intéresse? Donc c'est vraiment, ouais, pour le coup, c'est. Il y a pas de charte particulière, quoi. Vous sentiez que ça avait eu une incidence, Doggy Bags, après sur tout l'aura du label 619, en plus de vos travaux respectifs? Vous saviez que l'anthologie, c'était alors soit, je sais pas, juste une marque vraiment bien identifiée pour le label ou même un vecteur de recrutement pour un nouveau public, et pour un public plus large aussi? On ne pensait pas forcément comme ça. Ouais. C'est vrai que vous n'avez pas ce genre de vision analytique pas, dans ce que vous faites. Après, j'imagine, ouais, si vous êtes dans le guidon et que vous les sortez. Tu le fais, puis tu sais qu'il y a on a un truc envie, à en faire fait. et puis que voilà, oui. Nous, on était vraiment à la motivation, c'est l'envie, c'est genre on a envie de ça. Tiens, cette histoire-là, elle serait sympa. Tiens, ça marcherait bien pour un Doggy Bags. C'est la phrase qui revenait souvent, tu vois. Mais C'est pour clair. le reste, est-ce que c'est une marque forte? Est-ce que c'est après coup, je me dis ouais, finalement, si je devais parler de l'ADN de 619, Doggy Bags viendrait assez vite. Parce qu'au final, ça arrive aussi assez rapidement après la création du label. Ouais, puis parce que quand tu parles, si tu dis à quelqu'un, si tu veux savoir à peu près ce que c'est le label 619, tiens, regarde Doggy Bags. C'est une manière de dire aussi, tous les auteurs qui ont fait des choses, tu vas tomber dessus. Le ton, il est comme ça, les articles, tu vois, je pense que si quelqu'un ne connaît absolument pas le label 619, Doggy Bags, ça me paraît être une bonne porte d'entrée. Je pense que tout le monde peut à peu près y retrouver son compte. Ouais. Même s'il y a une histoire où tu dis ouais, putain, je suis pas à fond, peut-être la seconde elle va te plaire. Tu peux picorer. Ouais, tu peux picorer carrément. Ça sera toujours comme ça, selon les goûts des lecteurs. Il y en a qui vont vraiment accrocher sur certains dessinateurs ou certains scénaristes. Il y a d'autres choses où ils seront je n'aime pas trop. Mais Ouais, après, c'est tout. C'est selon, quoi. Puis c'est jamais les mêmes, donc ça dépend des goûts des lecteurs. Et puis aussi, il y a des gens qui seraient peut-être jamais allés vers tel style de dessin, qu'ils découvrent. Au début, ils ont un peu du mal à accrocher sur les 3 premières pages, et puis à la fin de l'histoire, finalement, ils se sont habitués et ils se sont surpris à bien aimer. Ça Donc, leur ouvre peut-être autre chose. Tu vois, aussi, ça leur ouvre peut-être quelque chose, et peut-être aussi que si l'auteur ensuite sort une BD complète avec juste lui, peut-être que le mec sera moins réticent du coup d'y aller. Tu vois, c'est ça aussi l'idée en fait. Et c'est pareil que par rapport à l'exigence artistique que vous aviez un curseur qui était plus alors quoi sur le style pour que ça se fonde aussi avec le reste, plus sur la mise en scène pour que ça vous parle vraiment en termes d'impact narratif. C'est surtout nos goûts. Hein. Ouais, c'était vraiment, vous vouliez en fait, je crois d'ailleurs que vous l'aviez dit lorsqu'on avait fait la conférence ensemble à la galerie Acheter de l'Art, que en fait vous vouliez lire les BD que vous auriez aimé à voir quand vous étiez plus jeune. Le principal motto, c'est clair. Ouais, c'est vraiment. De toute façon, tu choisis pas un dessinateur dont tu n'apprécies pas le travail de toute façon, tu vois. Peut-être qu'un commercial peut faire ça parce qu'il se dit. Jamais tu t'es dit, ouais, mais lui, c'est un truc que je sais que ça peut aider, ou que ça peut. Enfin, pas aider, mais genre, si je sais que ça va marcher, et même si toi, personnellement, t'es pas forcément fan, mais en tant qu'éditeur, tu comprends que ça peut quand même fonctionner. Non. Ah non, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on est passé à côté de Lock and Keys. Hein. Oui. Parce que Yuck, il aimait pas trop le dessin. T'aimais pas. Non, alors, remettons les choses en place. Je trouvais que ça rentrait pas. Attends, je vais quitter ce podcast et je reviens. C'est parce que je trouvais que c'est pas que ça rentrait à l'époque, et c'est certainement Rodriguez. peut-être une erreur, mais je trouvais pas que ça rentrait avec l'esprit du 619 ou de comment. Ah ouais. En tout cas, on avait vu juste le premier. Ouais, moi j'étais pas à fond. Je t'avoue que j'étais pas à fond sur le dessin non plus. Mais je me suis dit. Déjà, pourtant, Rodriguez, il y a des marques qui font penser à certains des auteurs qui ont bossé avec vous quand même. Ouais, je dirais début, sur les personnages déformés un peu. C'était tout au début. Ouais. Donc, oui, c'était en 2008 ou 2009. 2009 qu'on a c'était peut-être 2009. Parce que je pense que c'est quand on était en train de faire Tangirl. On travaillait sur Tangirl aussi. Peut-être.
Et puis en plus, il fallait que le label 619, on lance une collection, ça soit identifiable. Donc si d'un coup tu pars sur un style qui est déjà de l'achat de droit et qui est très comics dans l'idée, bah, comment tu définis label 619 par rapport au paysage, tu vois, BD, comics, etc. Donc c'est vrai que moi je me suis dit, je suis pas à fond sur le dessin, en même temps ça a l'air intéressant, en même temps c'est le fils de Stephen King. Donc peut-être ça pourrait être bien de faire une connexion un jour ou l'autre. Mais en même temps, je me voyais... J'étais pas 100% sûr de moi. Donc moi, quand c'est comme... Ça arrive rarement, mais ça arrive. Et quand c'est comme ça, si je sens qu'il y a des petites réticences autour de moi, je me dis, vas-y, on le fait pas. Donc ça s'est fait comme ça. Mais du coup, sa question, c'était quoi par rapport à ça? C'était... Ah non, c'était par rapport si tu avais choisi parfois des artistes dont personnellement tu n'étais pas forcément fan, mais oui, tu comprenais que ça pouvait quand même servir le label. Donc ça, non, jamais. Le seul où j'aurais peut-être pu faire ce truc, c'était peut-être sur Lock and Keys, où j'étais pas 100% satisfait 100% à fond sur son dessin. Maintenant, mais par contre, il y a des gens dont j'apprécie le travail, et je me dis, moi, j'adore, mais je me dis, ça va pas plaire. C'est plutôt l'inverse. Donc, c'est le cas, par exemple, de Loïc Sécheresse sur ce Doggy Bags là, où je me dis, moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais je sens que nos gros fans Zouz, ils vont faire ouais, mais c'est pas du Doggy Bags. Et par exemple, je reviens sur Sigish, ou le maître du jeu. Ouais. Je savais très bien que graphiquement, ça allait pas plaire aux gens qui nous suivent habituellement. Mais moi, je trouve que c'est génial. Donc, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que je suis plutôt à me dire, ça va pas marcher, mais je le fais parce que j'aime bien. D'accord. Ou Jérémy l'Absolu, par exemple. Oui, c'est vrai. Arrive ensuite le numéro 12, qui est de nouveau un numéro spécial, parce que du coup, c'est un numéro spécial Japon. Ouais. Alors pourquoi le Japon? Enfin, j'imagine parce que il y a tout un pan de la culture, de la culture japonaise qui est forcément un autre versant. C'est vrai que il n'était jamais abordé avant. Ouais, c'est et donc vrai. là, vous décidez vraiment d'en faire un numéro spécial. Un numéro spécial, ouais, parce qu'on trouvait qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient... Le Japon était, tu vois, très plébiscité dans la pop culture en général, mais il y a tout un aspect, on va dire, un peu plus obscur et un peu plus dark du Japon qu'on trouvait intéressant à développer, quoi. Et notamment sur les samouraïs, dont on dit toujours l'honneur du samouraï, mais en fait l'honneur de rien du tout, parce que les mecs c'était donc ça je voulais le mettre je voulais en parler. Je voulais parler aussi des déviances sexuelles au travers des articles. Je voulais parler aussi des modes, des gals et etc. Toutes ces petites meufs qu'on voyait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon la mode elle change du tout au tout en un an, hein. Donc tu crois revenir au Japon en disant on va revoir les petites meufs cow-boys, et puis en fait c'est terminé, c'est les petites meufs moutons ou les petites meufs en pyjama, quoi. Donc donc ça c'était un truc qu'on aimait aussi, que je voulais aussi partager avec les gens. Et puis puis c'est tout. Et puis tu vois, il y avait Atsushi aussi. Ouais, parce que du coup il y a donc une histoire d'Atsushi Kaneko qu'on avait rencontré à Tokyo. À Tokyo, ouais, pendant la prod de Muta. C'était pendant la prod de Muta, pendant la prod de Muta, et avec qui on avait publié Soil avec Ankama Édition. Ankama Édition, quand ils avaient leur collection manga, et qui est vraiment une super série. Et Atsushi Kaneko est vraiment très talentueux, quoi. Il est cool en plus. Et il est super cool. Et nous, là, on a débloqué, c'est que du coup, on l'a rencontré on l'avait déjà rencontré, mais on l'a revu à Tokyo. Il nous dit viens, on va boire un verre et tout. Puis là, on n'ose pas trop. On dit on aimerait bien. Tu crois qu'il y aurait possibilité de faire un truc dans Doggy Bags? Et le mec, il est genre oh merci beaucoup, j'adore. Tu sais, limite, on lui faisait un honneur, tu vois, de l'inviter dans Doggy Bags. Et nous, on débloque, on fait mais il est sérieux ou... Et en fait. Pour lui, de l'extérieur, c'était prestigieux, tu vois. Donc, on s'est dit, putain, génial. Donc, carte blanche, quoi. On s'est dit, vas-y, voilà. C'est un spécial Japon, fais ce que tu veux. Et puis, il y a la troisième histoire, du coup, qui est faite par Elsa Bordier et Souria. Et Souria, ouais. Et alors, c'est Elsa qui est venue vous voir avec ce pitch. Comment ça s'est passé aussi, cette histoire qui est basé aussi sur un fait divers ultra vénère. Et les descriptifs à côté, c'est comme pour le numéro spécial Mexique. Ça fait ultra froid dans le dos, en fait, les recherches que vous avez faites dessus, quoi. Donc, sur au Japon, des gamins qui s'assassinent entre eux, quoi, grosso modo. Junko Furuta, là, c'est vénère de chez vénère, ça. Moi, là, autant j'ai vu plein de vidéos sur le Mexique ou quoi, mais quand je lis
ce qui s'est passé à cette gamine, C'est horrible. j'ai envie de vomir. Je suis pas bien. J'ai envie de chialer limite. Je me dis mais pourquoi putain. Et c'est ce pourquoi que je transforme en création. Parce que j'ai besoin encore une fois d'expulser. Et du coup non. Alors Elsa, c'est en fait, au début, je savais pas qui c'était cette fille que Souria nous ramenait toujours en festival. Tu vois, il y avait toujours une fille avec lui, et puis elle semblait bien nous connaître et tout. Je savais pas du tout qui c'était. Et puis après, j'ai appris à la connaître. Donc c'était donc Elsa, elle bossait chez Mademoiselle à l'époque. Et puis en fait, elle était intéressée par nos publications parce qu'elle disait, mais c'est. Alors, je crois qu'elle avait entendu beaucoup de choses sur nous. Qu'on était des connards, des machos, un gang de bikers limite, tu vois, des drôles de mecs. Comme dans la toute première histoire. Ouais. Et puis finalement, elle se disait, mais il y a un décalage entre ce que j'entends de vous et ce que je vois de vous au quotidien. Alors que nous, en vérité, on est plutôt dans notre coin, tu vois, on fait notre vie, quoi. On fait pas chier les gens, et puis limite, moi j'ai toujours ce petit souci de légitimité, donc que j'ai moins maintenant, mais que j'avais encore beaucoup avant. Et puis voilà, puis un jour, tout naturellement, donc après on la connaissait, tu vois, Elsa, à chaque fois qu'on allait à un festival, on la rencontrait, puis elle traînait avec nous partout où on allait, tu vois. Et puis un jour, elle a proposé une histoire, quoi, voilà, elle a dit, moi j'aimerais bien participer à Doggy Bags, ça serait cette histoire-là, et tout. J'ai dit, bah écoute, nous justement, on est en train de faire un spécial Japon. Donc au début, ça se passait en Chine, j'ai dit, ce serait peut-être bien du coup de le transposer au Japon. En plus, ça peut avoir du sens parce qu'au Japon, justement, il y a tous ces crimes juvéniles, etc. Donc voilà. Et puis ça s'est passé tout simplement. Et puis Souria, parce que ben voilà, il était. Mais il était Shankama, il faisait déjà Talifi de la Lune ou pas encore ? Il faisait déjà Tali. Et puis pour moi, Souria, c'était vraiment celui qui allait le plus rendre honneur à l'histoire dans le côté pureté du dessin, fragilité des personnages. Tu vois, il y avait un truc comme ça où je me suis dit, ça, en plus, ça va surprendre. T'es pas habitué dans Doggy Bags à voir le dessin de Souria, tu vois. Il est très délicat, tu vois. Même Souria, quand par exemple il a dessiné Céline Tran et qu'il a dessiné à poil, elle est pas sexualisée, tu vois. Il a ce truc dans sa façon de dessiner qui est assez, je dirais, presque une espèce de pureté enfantine. Vrai, ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Et j'ai dit, bah, c'est parfait, Souria, pour cette histoire-là. Ça sera d'autant plus glaçant, quoi. Ouais, parce que là, on était en plus au cœur du sujet que toi, tu te refuses à traiter à l'écrit ou au dessin. Quoi. Ouais, c'est des ados, c'est pas encore des enfants pour moi. Ah d'accord, donc ils sont quand même un peu jeunes. Donc mais quand il a fait cette scène avec le couteau, là, je me suis dit, ah, Souria, on dirait que tu prends plaisir quand même, hein, tout petit gentil que tu as l'air. Vous avez eu des retours particuliers sur cette approche ? Est-ce que le lectorat était réceptif à vos efforts quand justement vous vouliez faire un spécial sur quelque chose, ou c'était pas plus que ça ? Franchement, on sait rien. Et pourtant, il y a un courrier des lecteurs, donc il y avait quand même des réactions dedans que vous publiez. Tout est bidon dans ce courrier. Non, mais non, il y en a pas. On n'avait pas vraiment de réaction. Des fois, on avait même l'impression que Doggy Bags c'était juste pour les étudiants en école d'art qui voulaient faire de la BD, quoi. On n'a jamais vraiment eu de réaction du public, si bien que des fois. Malgré quand même, parce qu'entre les débuts et même la fin de la première saison, la prépondérance des réseaux sociaux, les contacts que vous aviez avec vos lecteurs et vos lectrices, justement, se faisaient de plus en plus familièrement. Enfin, il y avait de plus en plus de possibilités de rentrer en contact avec vous. Mais c'était pas le cas. Puis à un moment, t'es allé sur Twitter, du coup, tu vois. Donc, après, je suis allé sur Twitter pour mon plus grand malheur. Voilà, tu vois. Et même Mieux d'ailleurs est sur Twitter. J'étais déjà sur Twitter en 2000, je sais plus quelle année, 2013, mais laisse tomber. À l'époque, je dormais pas, je prenais du Stilnox et je commençais à tweeter sous Stilnox. Au secours. Ouais, pas la bonne idée. Au secours. Donc, à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter le carnage parce que je me suis dit, là, je vais juste passer pour un espèce de demeuré. T'avais créé une secte à un moment même. Faut sortir les bails, quoi. Donc, je me suis dit, j'arrête, je quitte Twitter et je m'étais promis de plus jamais y retourner. Et puis finalement, c'est Blacky qui m'a dit, ouais, mais c'est quand même sympa Twitter et tout. Donc, j'y suis allé. Et puis, là, je me perds facilement dans les trucs les pires. Mais en même temps, c'est très, très, très inspirant pour tout l'aspect fictionnel et encore une fois pour nourrir des récits et des choses. Vraiment, je passe mon temps à screener des conversations. Bon, bref. Mais toujours est-il que. Sachez que si vous êtes sur Twitter, Ron vous espionne. Mais forcément. Mais la fois dernière, je me suis excusé. J'ai dit désolé pour tous les gens qui me suivent. Mais en fait, les gens se rendent pas compte, mais des fois, je travaille. C'est-à-dire que des fois, quand je rentre en conversation avec
Des fois, tu trolls pour conspi. le taf, en fait. Ouais, c'est pas vraiment que je troll, c'est vraiment je veux savoir comment il pense, le mec. Donc, et puis des fois, quand il me répond, je dis excellent, clac, je screen et je sais que ça va se retrouver dans la BD, quoi. Donc bref. Tout ça pour dire que oui, mais on n'avait pas de retour direct avec le public. Et d'ailleurs, même là, je veux dire, c'est toujours un peu les mêmes qui réagissent. Mais c'est un peu chiant d'avoir cette impression d'être dans une bulle, enfin d'avoir un plafond de verre, en fait. C'est-à-dire d'être dans une bulle de lectorat, mais de ne pas réussir à la péter, la percer et de réussir à toucher les lecteurs et les lectrices qui se cachent de l'autre côté. Bah ouais, puis les gens ils lisent et puis après une fois qu'ils ont lu, ils rangent dans leur bibliothèque et puis ils pensent pas à dire aux gens qui font c'est super ou bien continuer, tu vois. Donc des fois c'est vrai que cet aspect-là des choses peut être un petit peu, des fois tu te dis mais on fait ça pour nous donc c'est déjà pas mal, hein. Et des fois tu te dis mais il y a des gens qui lisent ou quoi, tu vois. Il y a vraiment des fois des questions. L'autre c'est que quand vous voyez les retours GFK et que vous voyez, je sais pas, qu'il y a 1500 albums qui sont partis, ça reste un chiffre. Mais vous savez quand même qu'a priori, il y a quand même 1500 personnes qui ont pris le bouquin, mais c'est vrai que vous ne voyez pas forcément 1500 retours non, mais en quand échange. il y a 8000 bouquins de vendus, tu n'as pas 8000 retours de ou personnes. 42 000 quand tu prends c'est toujours pareil. Plus de 100 000 Carbone. Ah oui, d'accord. Bon, lui, il a plus de retours. Il a quand même plus de retours que nous sur Doggy Bags. Mais sur Doggy Bags, mais c'est comme c'est quelque chose de groupe et en plus de niche. Oui, c'est collectif. Ça, c'est collectif. Ça change un peu aussi la donne plutôt qu'un seul auteur qui va être où les gens vont aller direct. Ouais, là, c'est vrai que quelqu'un qui veut dire qu'il aime Doggy Bags, à qui il s'adresse, tu vois? Au label 619. Oui, bah alors après des fois tu as des à vous messages, deux pour les origines. Bien sûr, mais bon. C'était constant d'ailleurs en termes de vente, vous étiez ça augmentait, c'était constant. Vous avez sur Doggy Bags. Ouais. Franchement, on était c'est la même chose. On sait exactement sur quoi on était. C'est que ça, c'est avec le temps, ça continue. Voilà, c'est ça. En fait, il y a un démarrage qui est comme ça, on sait à peu près. Voilà, c'est genre 1500 démarrage et puis après ça se vend de plus en plus. Puis à la fin, on termine. Enfin, le premier, il a dépassé beaucoup de choses. Ouais. Et puis après, c'est dégressif. Et puis après, les gens, ils complètent leur collection. Puis ça va remonter. Donc, ouais, on réimprime toujours de toute façon. Ah, vous les réimprimez encore? Ah, mais tout le temps, on les réimprime tout le temps, ouais. Non, c'est que quelque part, c'est quand même enfin, c'est devenu un bon fond de catalogue, alors, en fait. Ah ouais, mais c'est un bon fond de catalogue. C'est un bon fond de catalogue. Carrément. Mais là, la question, c'était le retour des lecteurs. Aussi. On n'en a pas. Mais les retours, voilà. Donc ça, si vous écoutez, il faut faire des retours sur les lectures que vous avez, notamment en tout cas, quand en vous grande pouvez quantité, on n'en a pas converser. De temps en temps, on a toujours des choses. Quoi. Ouais, mais quand tu as l'occasion et que tu as la chance de pouvoir converser dans la même langue que les BD que tu lis, c'est sûr pour le franco-belge, ils n'ont pas ce problème. Pour les mangas, je dis que c'est un peu plus compliqué. Là, en l'occurrence, c'est de la créa française quand même dans les 3/4 du temps, quoi. Donc, c'est quand même bien de pouvoir tout simplement faire des retours. Et donc, on en arrive au fameux numéro 13. Le 13, ça porte chance, ça porte malheur, ça dépend de vos convictions et tout ça. C'est quoi l'état d'esprit quand même quand il sort ce numéro 13? C'est ok, on finit en beauté. Ça serait bien de pouvoir le mettre dans un body bags. Non, parce oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Ah, je m'en souvenais plus. On n'a pas pu le faire, mais. On voulait mettre ça dans un sac noir qu'il fallait déchirer. Ouais. Donc dans un body bag pour le mais coup, clairement quoi. Je sais plus pourquoi on l'a pas fait. Ça coûtait trop cher à la fin. Non, parce qu'il fallait qu'on voit l'objet, qu'on sache ce que c'est. Les gens vont pas prendre. On a fait et ben on sera noir sur noir. Enfin. Donc voilà. Ouais, c'était un peu ça. Il nous avait dit une couverture noire, les gens vont pas acheter même s'il y a le logo qui est visible. J'étais pas d'accord avec ça du tout. Mais je me suis dit bon. Surtout que on va pas se mettre dans les comics américains, il y en avait. Moi, je crois que tu l'avais aussi un Ghost Rider qui était dans les années 90, ils avaient sorti un Ghost Rider qui était aussi dans un gros emballage. Je sais plus dans un polybag. Ouais, mais de toute façon, ils le faisaient. Parfois, ils le font même. 90, après, c'est plus un gimmick en fait pour cacher la couverture en mode cover surprise, tu vois. Et ils l'ont fait aussi, notamment d'ailleurs pour le Faceless de. Bon, ouais, alors moi je pensais juste à Faceless de Maria Lovett dont je vous parlais avant, en fait, qui avait droit à des variantes. Je sais pas si elles sont porno ou juste beaucoup trop érotiques, quoi. Où en fait du coup ils peuvent pas les mettre à côté de Batman et Superman parce que les gamins machin, et donc ils les mettent dans des sacs opaques, quoi. Voilà. Mais donc du coup un beau sac noir ça aurait été sympa. Même pendant un moment je pense qu'on avait parlé comment que ça puisse apparaître si on met notre main avec la chaleur, de voir. Ça, on essayait de réfléchir à des trucs cool, ce qu'on fait. Au final ça n'a pas été possible. Non, donc au final juste un vernis sélectif, quoi. Alors puis différents noirs, deux noirs CMJN et des un noirs noir 100%.
Et puis une Ilus qu'on a commandé à Sean Pierce en lui disant voilà, c'est la fin, on veut la mort, on veut des squelettes, on veut... Et puis avec sa petite touche de bleu qu'il met habituellement comme signature, on s'est dit comme ça, voilà, on aura notre petit sticker bleu. Et puis ça sera très bien. C'est une couverture que j'aime beaucoup. Même là, à la revoir, je kiffe bien. Elle rend bien l'effet qu'on avait voulu, quoi. Ouais, elle est cool. Et alors quand même, tu fais un édito, un long texte quand même qui est un peu méga plus long dark, que d'habitude. Ouais, Memento Mori, où justement tu vas parler, parce que justement on est sur la mort de Doggy Bags, techniquement c'est la fin, donc voilà, la couverture illustratrice. Et donc tu parles de ton rapport d'une histoire qui évoque ton rapport très particulier à la mort, et un texte qui est quand même assez difficile à lire quand même. Surtout qu'en plus on est dans de l'histoire vraie, un truc que tu as vécu, donc on a aussi du mal à se représenter ce que toi tu as vécu. Et j'ai pas tout mis. Et t'as pas tout mis. Ouais, bah, c'est déjà bien suffisant quand même, parce que tu parles en grosso modo que tu as été témoin d'un très grave accident de voiture, et donc tu racontes l'horreur de cette réalité, quoi. Ouais. Et puis c'est marrant parce que après coup, je me suis souvenu de détails où je me suis dit mais attends, ces mecs-là... Enfin bon, bref. Et après coup, je me suis fait tout un truc où je me suis dit mais ces mecs-là... Je me suis refait la scène de ce qui avait pu se passer par des flashs que j'ai eu de mecs qui sont revenus après sur les lieux de l'accident, où en gros, je suis sûr que c'est eux qui ont provoqué l'accident sans le vouloir. Sûr et certain maintenant, mais pendant longtemps, j'avais occulté ce détail. Et c'est en écrivant que je me suis rappelé, je me suis dit, mais au fait, ces mecs-là qui revenaient, puis qui ont commencé à crier un prénom et tout, ils connaissaient le mec, mais d'où il venait? Et puis après, ils étaient en panique et ils se sont barrés et tout. Mais c'est des mecs qui ont créé l'accident, ils devaient faire une course en fait. Puis ils ont dû faire une queue de poisson, j'en sais rien. Bon, bref, ça m'est revenu en écrivant l'édito, justement. C'est un truc de fou, des fois, la mémoire, comment c'est rangé dans ta tête. Et pourquoi parler de ça alors quand même parce que c'était la fin, et puis je m'étais dit... il y a beaucoup de gens, des fois en dédicace, je voyais des gens qui prenaient le côté Doggy Bags, genre premier degré, genre ouais, c'est cool, la mort, tu vois. Enfin, je caricature, mais ouais, un coup de pelle dans la tronche, excellent et tout. Mais moi, je suis pas dans cette approche-là, c'est ce qu'on disait au premier épisode. Moi, je suis pas dans l'approche. C'est marrant. C'est pas marrant pour moi, en fait. Et du coup, je voulais quand même un petit peu. Partager avec les lecteurs un peu de moi, un peu de ce qu'il m'avait fait, et pas dire juste moi je fais des trucs d'horreur parce que je trouve ça fun. Je trouve ça certes fun dans certains aspects, mais il y a un autre aspect qui est extrêmement anxiogène pour moi, et c'était une manière aussi de le partager avec les gens, donc parce que je sais ce que c'est pour moi avoir de la cervelle humaine sur les mains, c'est pas juste dans une BD ou dans un film d'horreur, ou dans Walking Dead. Je l'ai vécu pour de vrai, si tu veux. Donc, et je m'étais dit, je vais le raconter aussi pour que les gens comprennent que c'était le moment ou jamais. En fait, je me suis assis derrière mon ordinateur, je me suis dit, qu'est-ce que j'écris pour la fin de ce Doggy Bags? C'est la mort de Doggy et tout. Puis j'ai dit, je vais écrire ce que je ressens par rapport à ça, quoi. Cette espèce d'obsession que j'ai pour la finitude de toute chose, en fait. Et puis je vais le décrire, et du coup je suis remonté dans mon trauma, et puis ce trauma c'était là, puis tac, c'est parti, tac, je l'ai écrit comme ça. Ouais, donc voilà, c'était pour l'édito. J'ai plombé l'ambiance. Complètement, mais c'est pour ça que je rebondis tout de suite pour pas que le podcast ne s'apesantisse là-dessus. C'est un podcast d'été, tu sais, de vacances, et là ils sont tous genre. Mais c'était l'été, l'accident aussi. Hein, donc oui, super. Donc faites attention quand vous conduisez, s'il vous plaît, la nuit. Kaya et Rossa n'étaient pas. C'était du coup deux nouveaux venus aussi pour le dernier numéro alors. Ouais, là c'est on va dire une candidature spontanée. Ouais. Les mecs étaient arrivés avec leur projet, ils étaient arrivés bien avant le 13, mais on ne pouvait pas les placer dans le spécial Japon forcément. Non, parce que ça n'a rien à voir avec le Japon. Voilà, oui. Dans celui d'avant, ça s'intégrait pas, je sais plus pourquoi, bon bref. Puis on s'était dit, du coup pour le 13, ça marchera très bien, parce qu'en plus avec la couverture noire, son trait est très sombre, tu vois, son rendu aussi. Donc on s'est dit, nickel, vas-y, en plus de nouveau, très, très bien. Et puis on retrouve Hut, du coup, c'est ça, Simon, qui est de retour donc pour une histoire de clown avec Mojo. Donc là, on est de nouveau un peu dans les mythes urbains, tout simplement, en fait, vraiment avec ces histoires de... Il y avait eu une parano. Hein, oui, là, c'est vrai qu'il y avait eu ce phénomène des clowns tueurs. Des clowns tueurs, ouais. Et il y avait des pages Facebook de crew qui se montaient pour aller défoncer des clowns.
Puis c'est passé de mode et je suis un peu triste. Ouais, bah ça reviendra, t'inquiète. Ça reviendra. Quand Non. les gamins, tu vois, ils vont. Enfin bon, bref. Mais en tout cas, je trouvais ça intéressant, non pas, encore une fois, le côté clown tueur en soi, faire des clowns qui tuent, c'était pas intéressant. Moi, ce qui m'intéressait, c'était que se passe-t-il si, au cours d'un de ces groupes Facebook de venez, on sort pour défoncer des clowns tueurs, ça dérape. Dans un contexte de clown tueur. Mais vraiment, mais genre ça dérape vraiment. Parce qu'il y en a qui faisaient des vidéos genre ça tourne mal, machin. Oui, tu vois, oui, c'était même exactement. caricatural, mais là, c'est vraiment, ça tourne vraiment mal. Ça tourne vraiment mal, ouais. Et puis à la fin, avec un petit twist, clin d'œil sympa, un petit peu au frère Chiodo d'ailleurs. Mais ouais, c'était l'idée. Et maintenant, c'est un truc qui me. Tu sais, moi, d'une certaine manière, je vais pas dire que je culpabilise un peu, mais en 2006, quand j'ai créé Moutafoukaz, les théories du complot, c'était quelque chose de très fantasque. C'était IRL, t'en croisais pas des gens comme ça. C'était vraiment des délires obscurs. De forums qu'il fallait aller chercher, quoi. Limite. Ouais, carrément. Sur le truc de- Mais aujourd'hui, c'est tellement mainstream que je me dis, parfois j'ai l'impression d'avoir contribué à ma manière à ce délire-là, même si je sais que c'est pas le cas, mais ça m'emmerde toujours. Ce qui fait que maintenant, dans les œuvres que j'écris, et c'est bien, tu verras dans l'Arc de Moutafoukaz, je prends aussi un peu le contre-pied de ça, tout en continuant à en jouer, parce que ça fait partie aussi de l'ADN du projet. Mais tu vois, déjà dans le Doggy Bags 13, on sent déjà que c'est une problématique qui commence à repercer. C'est-à-dire les rumeurs sur Internet et les possibles conséquences de ces rumeurs. D'accord, ouais. Et donc, il y a aussi la dernière histoire, la grosse, donc, à Times Square. Donc, où là, tu prends aussi pied avec la réalité, puisque tu parles d'un attentat terroriste en plein Times Square, et puis ça se passe un mois avant le 13 novembre. Alors, 2015, il s'est passé. ouais. Alors, ouais, justement, sur cette histoire-là, il s'est passé quand même pas mal de choses. Donc, j'étais au Comic-Con New York tout seul. Pour le coup, j'étais tout seul. Enfin, j'étais avec le coach, mais le coach était allé crêcher ailleurs. Et du coup, j'avais une chambre d'hôtel tout près de Times Square. Donc, je pouvais descendre, aller acheter ma part de pizza. Et puis, Ah, les trucs à $2, là. ouais, Quel enfer. et descendre sur Times Square, tu vois. Et à un moment donné, je me promène sur Times Square. C'est étrange, Times Square, parce qu'il y a beaucoup de lumière et tout, mais c'est assez silencieux, finalement, paradoxalement. Tu sais, t'as l'impression que t'entendrais des... Il y a un truc par rapport à l'immensité des néons, etc., qui fait que... Alors, t'as un bruit de circulation, t'as des klaxons, etc., mais tous ces néons sont silencieux. Donc, ça donne, je sais pas, une ambiance un peu étrange, je trouve. Et pareil, j'étais un peu dans le décalage horaire, après des grosses journées de convention, c'était un petit peu clacos et tout. Et puis tu vois ces mecs déguisés qui arrivent et qui font genre, ils sont cool alors que tu sais très bien qu'ils veulent t'arnaquer, tu vois. Genre, si t'as le malheur de te laisser prendre en photo, t'es cuit et te Avec les lâches pas la vilains main. mots pourris et les mini. Et les mini et les schtroumpfettes. qui viennent Tox. ils viennent tous se mettre derrière toi sur la photo pour Puis après, tout le monde demande des thunes, quoi. t'as envie de Moi, dire, je me suis fait avoir mais comme une merde en 2019 avec du coup trois Renois qui viennent me voir et qui me disent ouais, on vient de c'est du Bronx, je crois, Ouais. et qui me disent on fait du rap contre le racisme et tout ça. Donc est-ce que ça dit de prendre un CD Aïe, aïe. et tout, et je fais bah ouais. Ah Vraiment, oui. tu vois, c'est cool l'antiracisme et tout. Sauf qu'il me passe le CD et je pensais qu'il distribuait, tu vois. En fait, ils font non, bah, il faut que tu payes. Et je commence à faire ok, ça marche et tout. Et ils me disent pas un prix. Et du coup, je commence à vouloir sortir un billet. Et quand ça me pointe du doigt en disant ouais, sors ce billet-là, machin. Et je commence à leur donner, je sais pas, 20-30 dollars, tu vois. Et ils commencent à vouloir me prendre le portefeuille, à me dire attends, t'as encore et tout. C'est contre le racisme et tout. Faut que tu... ouais. Et là, je leur fais les gars, par contre, je peux pas, il faut que je me prenne juste mon billet de bus pour retourner à l'aéroport. Et je file, et 5 minutes après, je dis merde, mais je viens de me faire racketter comme une merde, en fait, comme un gros touriste trop nul, quoi. Tu vois, c'est la sensation qu'on a, elle est un peu particulière. Ouais. Et du coup, cette sensation-là te crée, toute proportion gardée, hein, on n'est pas sur d'autres arrêts ni rien, mais te crée un fond d'insécurité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Même si tu t'es pas fait agresser, même s'il y a rien de particulier, tu sens qu'il peut t'arriver quelque chose, quoi. Tu sens que c'est pas clean, et en plus tu sens que tu as affaire, là en l'occurrence pour les gens déguisés, mais qui sont derrière ces masques exactement, tu vois. En plus, les mecs, ils se déshabillent dans des coins, c'est louche. D'un coup, ils arrivent habillés en Elmo, en schtroumpfette et tout. Et tu sens que c'est pas clean, et tu sens que potentiellement ils sont agressifs. Et d'ailleurs,
dans les articles, je relate des incidents. Maintenant, ils sont tous immatriculés. Avant, c'était pas le cas. Et il y avait des bastons. Il y avait même des mecs qui frappaient des enfants. Tu vois, t'imagines, t'as Woody le cowboy qui met une baigne à, tu vois, un petit gamin juste parce que le gamin, ou Spider-Man, tu vois, juste parce qu'il voulait se prendre en photo et qu'il a pas lâché $1 ou je sais pas quoi. Donc du coup, bon, voilà, c'est le climat de Times Square, rien de particulier, mais bon, voilà, je mène dans ce... Et à un moment donné, je marche, et puis d'un coup, je sais pas pourquoi, je me dis, mais qu'est-ce qui empêche n'importe qui de sortir une Kalachnikov et de tirer dans le tas, là? Je sais pas pourquoi j'ai cette image dans la tête. Je me dis, mais les mecs, ils ont des gros sacs à dos et tout, ils sont déguisés, on sait pas qui est qui. Des Elmo, il y en a 5-6. C'est clair. Il y en a un qui a qu'à sortir une arme à feu et il shoot, il lâche son flingue, et il court dans la foule. Bah, c'était quel Elmo? On n'en sait rien, tu vois. Donc, je commence à rentrer dans un délire comme ça dans ma tête. Me dire, ouais, dis donc, ça serait sale, mais en même temps, ça ferait une bonne histoire, tu vois. Et puis voilà. Et puis ensuite, je réfléchis, puis je me dis, ah ouais, il viendrait de là. Ah ouais, putain, puis au bout, il y a le commissariat. Putain, ouais, imagine, il lance une grenade. Bon, bref. Je pars dans mon délire. Je rentre à l'hôtel, j'écris tout. Voilà. Et puis ensuite, c'est tout. Je ferme. Dans mon histoire aussi, je me dis, ouais, mais en même temps, le flic qui pète les plombs, parce que c'est l'histoire d'un flic qui pète les plombs par rapport à l'insécurité et à tous les délires autour des attentats djihadistes, etc. Donc je me dis, ce mec qui pète les plombs, comment je peux bien montrer qu'à un moment donné, il pète total un boulard, un flic. Et j'ai cette scène qui me vient de me dire, oh ben, je vais faire le truc le plus what the fuck du monde. Il sodomise un gars avec une matraque. Tu vois. Et puis c'est tout. Donc, on arrive... Donc, je rentre en France, etc. Je commence à me mettre à dessiner mon histoire, etc. Un mois plus tard, donc je te dis, c'était octobre 2015 quand j'étais sur Times Square avec ces idées-là. C'est novembre 2015 le Bataclan, quoi. Et là, je dis, vas-y, je peux pas faire cette histoire, impossible. Tu sais, d'un coup, je me dis, après ce qui s'est passé, je ne peux décemment pas mettre en scène un massacre de masse avec des armes à feu. Tu vois, j'étais juste ultra pas à l'aise du tout, quoi. Et surtout, comment justifier de ah ouais, il y a eu le Bataclan, mais moi je m'en fous, j'ai fait ça quand même parce que j'ai envie, tu vois. Pour moi, niette, tu vois. Donc j'ai dit, je laisse tomber le projet, mais ça m'arrive souvent de laisser tomber des projets parce qu'il y a des événements qui arrivent en même temps, quoi. Ouais. Et du coup, et c'est tout. Et je l'avais laissé tomber. Puis après, en réfléchissant, je me dis ouais, mais c'est pas la même chose. Je traite pas de la même chose. Etc. Puis j'ai fini par le faire parce que le temps s'était passé. Puis je sais plus quand est-ce que c'est sorti. Novembre 2016, du coup. 2016, ouais. Donc il s'était passé quand même un an. Bon, bref, c'était pas fou non plus, un an. Mais je me suis dit, faut quand même que je fasse cette histoire-là parce qu'elle raconte quelque chose sur son époque aussi. Sauf que, bah, du coup, cette scène de matraque de flic, donc le titre, nous, il part à l'impression, etc. Il doit sortir le 9 février 2017. 2 février 2017, le journal français des informations démarre sur l'affaire de Théo, sodomisé par une matraque. Je dis putain, mais what? Donc là, je me dis putain, le bouquin, il est à l'impression en ce moment. J'étais tu peux pas corriger, quoi. Donc, j'étais pas à l'aise du tout. Je me dis putain, mais les gens vont croire que je déconne avec ça et tout. Je peux rien faire, tu vois. 2 février, le fait divers, le 9 février, il y a la BD qui sort. Je dis. Après les gens savent quand même qu'une BD, ça met pas une semaine à être faite. Et que alors, ceux qui vont lire le jour J, ouais, mais ceux qui vont lire un mois plus tard, c'est différent. Ouais. Et ça n'a pas manqué. Il y a plein de gens qui ont fait ah putain, ouais, le clin d'œil à Théo et tout. Je dis non, mais les mecs, non, c'est pas un clin d'œil à Théo. Si j'avais eu connaissance de cette histoire, jamais de la vie, j'aurais fait ça. Tu vois, j'aurais pas fait le même genre de délire. Encore une fois, je déconne pas avec ces trucs-là, quoi. Moi, j'ai essayé d'imaginer le truc le plus fucké du monde. Voilà. Triste chose que ça arrive en France, du coup. Ouais, c'est ça. Le plus fuck, what the fuck que tu imagines se matérialise après dans le réel, quoi. Voilà, après se pose la question de comment on va appeler ça, de la volonté, comment on dit ça, est-ce que c'est fortuit, est-ce que c'était volontaire, ça c'est encore une autre question. Mais l'acte est là. Tu vois, donc ça, pour moi, c'est très malaisant, quoi. Surtout que moi, dans ma BD, c'est un acte
extrêmement volontaire. Donc, tu vois, je veux pas non plus qu'on dise ah ouais, en fait, il dit que. Mais non, mais moi, je dis rien. Ça n'a rien à voir. L'histoire n'existait pas au moment où j'ai écrit, tu vois. D'accord. Ouais. Donc là, c'était moyen satisfaisant quand même. Au final, tu t'es pas pris un shitstorm ou quoi que ce soit. Ça pas. Non. Enfin, les gens ont non. compris que c'est justement que c'était quand même le pur fruit du hasard. Je sais même pas s'ils ont fait le lien. Des fois, je me dis, est-ce que je suis le seul à faire le lien? Peut-être que tu t'es toi-même trop mis la pression. C'est ça, vu que je suis le créateur du truc, peut-être que je suis le seul à faire le lien en fin de compte. Il y a des gens qui vont lire la BD hein. pour ce que c'est. Ils sont dans l'histoire et puis ils vont pas Oui, du tout faire des. Et puis à la limite, ils se disent peut-être c'est même un clin d'œil aux faits divers. Si ça leur passe, ça leur pose pas de problème. Tu vois. Ok. Vous étiez bien décidé quand le 13 sort. Vous vous dites vraiment c'est fini. Vous vous dites jamais il y aura une saison 2 2 ans plus tard. Non, et moi, pour dire la vérité, je pensais que je partais dans Kama. D'accord. Je pensais que mon heure était venue à ce moment-là. Donc ouais, non, pour moi c'était fini là. Ouais. Et que le label aussi du coup ça s'arrêtait ou que tu le laissais en d'autres mains? Aucune idée. Par contre, du coup, je me suis dit bon bah au moins si je sors, Doggy Bag sera fini, quoi. Tu vois, au moins la mission sera accomplie, tu vois. Vous avez quand même fait une anthologie qui est. Je sais plus quand on l'a faite celle-là. C'était un peu plus tard, du coup, c'était un peu plus tard. C'était après le 13 ? Ouais, vu qu'il y a Times Square dedans, ouais, tu vois. Ouais. C'est après où, du coup, c'est 10 histoires. Ouais. Mais c'est pas vous qui les avez sélectionnées ou c'est les lecteurs. C'est les lecteurs qui les ont sélectionnés. C'est les lecteurs. C'était un vote Facebook. Il n'y a pas eu énormément de votes, donc pour moi, c'est pas forcément un vote représentatif. Ouais, alors, c'est pas forcément représentatif de tous les lecteurs. Je pense en plus, je soupçonne qu'il y en a qui voulaient, entre guillemets, me faire plaisir, sachant que je m'occupais aussi de Facebook. Mais en tout cas, voilà, ça a été décidé par vote, qui était accessible et qui est toujours accessible. Enfin, il faut remonter maintenant parce que voilà. Ouais. Mais oui, il fallait sélectionner 10 histoires. Et donc, les lecteurs ont sélectionné 10 histoires et on a mis les 10 histoires. Et ça, c'était quoi? C'était juste pour faire. C'était quoi l'idée derrière en fait? C'était pour faire découvrir Doggy Bag à ceux qui savaient pas par lequel prendre maintenant, alors que techniquement, justement, on disait avant qu'on pouvait picorer un peu de tout, n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Puis il y avait encore plein de gens qui se disaient qui n'avaient pas compris que Doggy Bag, c'était des histoires courtes. Il y a plein de gens qui pensent que c'est une série. C'est marrant de faire du coup une anthologie déjà, en fait. Ouais, carrément. Puis c'était une histoire de dire, bon, bah, tant qu'à faire, autant que les histoires continuent de vivre un peu. Même pour les auteurs, hein, tu vois, c'est toujours bien de savoir que voilà, ça continue. Puis on était sur un format plus grand aussi, par exemple sur les. Et en cartonné, du coup. En cartonné, plus grand. C'était un autre. Ça pouvait toucher aussi un autre public qui aurait voulu tester aussi comme ça. Et puis on a pu aussi. Ron a commencé aussi un peu à montrer comment ce qui se passait derrière. Ah oui, dans les bonus. Ouais, dans les bonus aussi. Oui, c'est ça vrai. permettait d'avoir un petit regard derrière le décor pour voir comment les auteurs, les scénaristes ou avec leurs dessinateurs pouvaient travailler. Ouais, parce que les gens pensaient, il y a beaucoup de gens qui pensaient, déjà qui n'ont aucune idée de comment fonctionnait le label 119, mais qui pensaient que Doggy Bag, c'était chacun fait ce qu'il veut, et puis à la fin, par magie, ça fonctionne. Sort, tu vois. Les gens comprendront a priori maintenant que ça n'était pas, que c'était pas le cas, tout le contraire. Et un autre point aussi à aborder avant de finir ce troisième volet, le recueil de nouvelles sans d'encre, du coup. On avait abordé donc la venue de Tanguy à partir du numéro 10, je crois. Et du coup, là, vous lui laissez en fait donc un recueil de 21 nouvelles avec illustration. Oui, parce que dans Doggy Bag 13, il y a une nouvelle écrite par Tanguy, illustrée par Guillaume Singelin. Et moi, j'avais vu avec Guillaume une manière de mêler la nouvelle littéraire et la bande dessinée d'une certaine manière. Surtout que celle en plus, elle est vachement plus longue que les autres qui étaient généralement sur 2 pages. D'ailleurs, on l'a écrite ensemble. Okay. Mais du coup, j'aurais voulu qu'on aille... Du coup, je me dis, c'est bien ce qu'on a fait, mais on pourrait encore aller plus loin. C'est-à-dire vraiment mêler des cases de BD, du texte, vraiment que ça s'interpénètre, etc., etc. Du coup, j'ai eu l'idée de faire sans d'encre, avec Tanguy Mandias, toujours à l'écriture. Néanmoins, je trouve qu'on n'est pas allé assez loin dans le... Peut-être que les dessinateurs ont peut-être pris ça trop comme une commande et pas assez comme une expérience pour pousser la narration. Mais après, le petit truc aussi, c'était que la maquette n'est pas encore faite quand
donne la nouvelle à illustrer. C'est-à-dire que ils sont obligés d'imaginer à quoi ça va ressembler, comment ça va être mis en place, enfin pour faire l'interaction entre le texte, l'image, et puis essayer de, effectivement, toi tu voulais quelque chose de plus ambitieux, mais c'était pas automatiquement évident vu que le bouquin n'était même, c'est pas évident, mais moi j'aurais voulu par exemple effectivement plutôt qu'avoir des lignes de dial, du coup tu as les dials dans des bulles tout, avec les persos, puis ensuite on revient à du texte, etc. Mais même moi en le faisant, je me dis c'est pas évident quand même. J'aurais souhaité qu'on pousse davantage l'expérience narrative. Bon, finalement, c'est resté entre guillemets assez en surface. Le projet est bien, hein, moi je l'aime bien. En plus, sa cover elle défonce. Les histoires de Tanguy, elles sont super et les dessins sont très très cool. Mais en termes d'expérience pure, j'aurais souhaité peut-être qu'on approfondisse un petit peu plus. Parce que là, on est plus sur de la nouvelle avec des illustrations. Ouais, on est là-dessus. Mais c'est cool, ça le fait quand même. Ouais, parce qu'on a tous les dessinateurs beaucoup de dessinateurs de 619, et puis c'est plaisant de rentrer chaque fois dans un univers avec juste quelques dessins qui te mettent dans le mood et qui. Mais bon, après, dans mon histoire, j'ai essayé d'entremêler un petit peu. Tu l'as fait avec les bulles et tout, un peu de texte, mais un peu de. Pas évident, quoi. Pas évident. Non. Très bien. Écoutez, on va terminer là-dessus. Ouais. Alors, on reste sur notre joyeuse, puisque le podcast Les Chroniques de Doggy Bags revient pour le 4e et dernier numéro. Donc là, a priori, c'est la fin. On a fini avec le 13e numéro. On a fait l'anthologie histoire de proposer un aperçu pour que vous puissiez découvrir la chose. Mais contre toute attente, Doggy Bags, ce n'est pas encore fini, et c'est pour ça donc on va en reparler dans le 4e numéro. On espère que le voyage vous plaît, retracer des années de création, c'est quand même juste super cool de pouvoir le faire avec vous. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir, on l'a dit dans ce podcast, si quelque chose vous plaît, faites-le savoir aux auteurs. Donc là en l'occurrence, vous pouvez le leur dire directement, et donc vous pouvez simplement partager ce podcast pour propager la bonne nouvelle des Doggy Bags. Et on vous dit donc rendez-vous d'ici 2 semaines pour le 4e et dernier numéro. René Yock, encore merci à vous et à tout de suite. Merci. Salut.